Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Chaque mois, vous le savez, nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. À mes côtés, pour nous accompagner, mon complice, François Caudet. Bonjour François. Bonjour Christophe. Président du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. C'est ça. Merci d'être avec nous comme chaque mois. Aujourd'hui, ensemble, on parle... On va parler de l'intelligence artificielle dans les entreprises et puis on répondra un peu plus tard à la question de l'internaute sur qu'est-ce que la BCE ? La Banque Centrale Européenne. Exactement. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Le marketing territorial, une action phare pour dynamiser une région. C'est la mission, par exemple, d'Isère Attractivité, qui, au-delà des opérations de communication, joue aussi un rôle important d'activateur auprès de nombreux partenaires locaux. L'Isère, territoire d'épanouissement, d'évasion, de savoir-faire et d'opportunités. Et à propos de savoir-faire, notre rubrique Succès d'artisans nous présentera un canier, sans doute le dernier de France. Cédric Boursier a repris à Saint-Laurent-du-Pont l'entreprise créée par son arrière-grand-père. Et puis nous ferons ensuite un focus sur un bureau d'études à Grenoble, qui a vu le jour d'ailleurs juste avant les Jeux Olympiques de Grenoble. Betrec compte aujourd'hui près de 150 collaborateurs et accompagne des chantiers emblématiques comme la restauration de la Tour Perret à Grenoble ou encore la construction de téléphériques, de centres nautiques, de cliniques. Un acteur essentiel reconnu pour son expertise globale. IA, de lettres qui font peur, autant qu'elles attirent. IA pour intelligence artificielle. Elle monte en puissance, notamment dans le domaine de l'IA générative. Incontestablement, cette année 2025 s'est imposée comme une année charnière de déploiement. Mais qu'est-ce qu'on entend précisément par IA, François ? Alors, IA, intelligence artificielle. Alors, il y a une autre définition qui était donnée par la dirigeante de Hewlett-Packard qui parlait d'intelligence augmentée et qui est finalement assez intéressante parce que intelligence artificielle, ça fait un peu peur. Intelligence augmentée, on voit bien que c'est un outil. Et je trouve que cette nuance est plutôt intéressante. J'aime bien cette définition de l'IA. C'est un concept qui date des années 50, qui est très récent, comme on le voit, développé par Alan Turing, qui était un mathématicien scientifique américain et qui commençait à se poser la question de savoir est-ce que les ordinateurs qui commençaient à émerger vont ne faire que répliquer des choses ou est-ce qu'on va pouvoir, grâce aux ordinateurs, aller un peu plus loin dans les réflexions, d'où cette notion d'intelligence augmentée. Concrètement, c'est des mathématiques, l'IA. C'est des corrélations, c'est des algorithmes de corrélation. En fait, le principe, c'est de prendre un groupe de données, de les analyser, de se dire, compte tenu de l'ordonnancement de ces données, théoriquement, la donnée suivante, la suite, ça devrait être tel mot, telle phrase, telle décision. Pour ça, ça veut dire qu'il faut énormément de données et énormément de puissance de calcul. Donc c'est ça le sujet de l'IA qui est rendu possible, en fait, maintenant, par la puissance des ordinateurs. C'est pour ça qu'on voit des boîtes comme Nvidia, par exemple, qui ont explosé en bourse parce que c'est eux qui fournissent les puces qui font ça. Et puis, donc, deux sujets assez nouveaux pour nous aussi. Il y a ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire que l'IA, elle fait des corrélations et elle apprend. Plus elle en fait, plus elle crée des corrélations et plus elle fait faire des corrélations brillantes et puissantes. Donc, l'IA s'enrichit au fur et à mesure et ça, c'est assez nouveau scientifiquement. On n'avait jamais eu d'outils qui s'enrichissaient par eux-mêmes. Et de temps en temps, on parle aussi d'IA générative. Alors là, c'est c'est assez complexe à créer, mais c'est l'IA qui permet de générer des textes, de générer des images. On le voit, si vous avez, je ne vais pas citer de nom, mais un célèbre outil, on peut prendre Mistral, qui est l'outil français. Vous pouvez lui demander de vous faire une image d'un chat qui répond à une interview sur le plateau de Télé Grenoble. Ça marchera très bien. Donc ça, c'est l'IA générative. Ça peut servir à d'autres choses aussi. Oui, j'imagine bien. Bon, quelle est actuellement la place de l'IA dans les entreprises en France ? Alors, les entreprises françaises, d'abord, ont pris conscience globalement de l'importance de l'IA. La plupart le disent. Les entreprises disent maintenant, voilà, l'IA, la question n'est pas de savoir j'aime ou j'aime pas, c'est là.
Et qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est un peu le même sujet qu'il y avait avec la micro-informatique il y a 30 ou 40 ans. C'est là. Donc les entreprises qui disent qu'elles sont en train de déployer ou qu'elles devraient utiliser, évidemment, on les retrouve majoritairement, 70% à peu près, dans les entreprises de techno au sens large, hein, c'est-à-dire télécom, services, informatique, etc. Dans la logistique aussi, beaucoup, mais qui sont les entreprises de logistique, c'est aussi des entreprises techniques finalement, plus que le camion, c'est la phase finale de la logistique, mais c'est souvent d'organiser du fret, etc. Et puis dans les entreprises de services. Par contre, il y a des domaines qui sont peut-être plus physiques, entre guillemets, où c'est encore moins évident pour l'instant. C'est l'industrie. Il y a un tiers des entreprises industrielles qui se penchent sérieusement sur l'IA et un quart seulement sur la construction. Attention, quand on parle d'entreprise de la construction, ça va de l'artisan qui est tout seul à Vinci. Hein. Oui. Donc voilà, les choses sont un peu différentes. Mais on voit bien que les métiers qui sont plus services ou à contenu IT élevé sont forcément plus en avance sur l'IA. Mais on est au début, c'est bien ce que je comprends. Oui, par contre, il y a quand même 90% des décideurs là, qui pensent que l'IA sera stratégique dans les années qui viennent. C'était 84%, donc on a gagné 7-8 points en un an. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus grand monde maintenant qui dit en fait l'IA n'aura aucun impact sur mon métier. On va le prendre dans l'autre sens. Et on a, dans les études qu'on fait, 2 tiers de nos clients entreprises qui pensent que ça aura un impact économique sur leur entreprise dans les 2 ans qui viennent. Donc il y a vraiment une vraie prise de conscience de l'importance de l'IA. Est-ce qu'on sait pourquoi, parce qu'il y a quand même finalement peu d'entreprises qui développent actuellement de l'IA, est-ce qu'on sait pourquoi ce paradoxe? Pourquoi ce déploiement en entreprise n'est pas si simple que ça finalement? Alors il n'est pas si simple, il y a plusieurs raisons. Il y a un sujet de compétences et un sujet financier. C'est plus facile dans des grandes entreprises d'avoir une équipe data, IA que dans une plus petite. Donc ça joue. Il y a aussi encore quelques sujets RH, c'est-à-dire qu'il y a, et de façon tout à fait compréhensible, ça va modifier des métiers. Donc, il peut y avoir une certaine tendance à se dire, si je mets de l'IA, ça va supprimer des métiers. Donc, qu'est-ce que je vais faire de mes collaborateurs ou des collaborateurs, d'ailleurs, qui freinent un peu en disant, finalement, ça va me remplacer. Et puis, il y a le coût vraiment financier. Ça demande de l'investissement qui est assez lourd. Voilà. Donc, il y a à peu près la moitié des entreprises, la moitié des entreprises françaises qui disent aujourd'hui qu'elles pensent qu'elles ont un niveau d'investissement dans l'IA qui est suffisant. Donc, dans l'autre sens, ça veut dire qu'il y en a la moitié qui sont conscientes qu'elles devraient faire plus, mais pour des raisons financières ou sociales ou d'acceptabilité, elles ne le font pas encore. Donc, c'est un des gros enjeux de transformation de nos entreprises. Et quels sont les usages et les cas d'application de l'IA dans les entreprises qui les développent? Alors, celles qui ont développé et qui ont mis en place ont commencé par peut-être ce qui est le plus simple aujourd'hui, c'est l'IA générative, c'est-à-dire créer des contenus. Il y a des choses assez simples, assez basiques, traduire des documents, par exemple. Des documents techniques qui arrivent dans une langue, vous les mettez dans un modèle IA, ils ressortent quelques secondes après, traduits dans un style littéraire qui est celui de l'IA, mais enfin ça permet d'être opérationnel, de générer des comptes rendus. Par exemple, aujourd'hui, on a beaucoup de nos clients ou nous qui, pour des réunions, on enregistre la réunion, puis on a un PV qui sort, un compte rendu, un résumé. Et puis si vous décidez de l'avoir en anglais, c'est en anglais. Si vous voulez en 4 langues, vous le faites en 4 langues. C'est quasi immédiat. Il y a de la recherche d'informations, beaucoup. Alors ça dépend des métiers. Ça se développe beaucoup dans le monde juridique, notamment. L'époque où, dans les cabinets juridiques ou dans les cabinets comptables, vous aviez des maîtres d'Alloz alignés. Bon, alors, maintenant, ils ne sont plus forcément en version papier, mais avec l'IA, en fait, vous pouvez poser la question en langage courant et ça va aller vous chercher l'information. Et puis, l'automatisation de tâches de recherche, c'est vraiment l'essentiel aujourd'hui de l'usage de l'IA. Bien sûr, après, ça aide dans certaines entreprises sur la conception, il y a des choses... Et puis, il faut aussi que l'IA, c'est un outil, et l'outil fera que ce qu'on lui demandera de faire. C'est pour ça que le côté artificiel me gênait un peu plus, augmenté. C'est une machine, donc la machine, elle fait ce qu'on lui demande de faire et ce pourquoi elle a été conçue. On va adopter ce terme d'intelligence augmentée, c'est bien compris. Dernière question, quel conseil est-ce qu'on peut donner aux dirigeants qui souhaiteraient se lancer et adopter l'IA? Alors, pour peut-être les PME, les plus petites entreprises qui ne savent pas très bien par quel bout le prendre, l'État, le gouvernement a lancé une structure qui s'appelle Oser l'IA, qui a pour vocation à la fois donc il faut aller les contacter, vous tapez Oser l'IA
sur un moteur GPT ou Google ou Mistral. Mistral, c'est bien, c'est français. Mistral, c'est bien, soyons un peu cocorico. Et donc, ça propose à la fois des formations pour bien comprendre ce qu'on peut en faire, comment ça marche techniquement. C'est important aussi de former les dirigeants, mais aussi les équipes. Parce qu'une fois qu'on sait comment ça marche, souvent la peur, elle vient de la mécompréhension. Quand on sait comment ça marche, finalement, on se dit c'est un bon outil, on doit pouvoir en faire des choses. Et puis, il y a de l'accompagnement aussi de financement par l'État qui aide les entreprises à faire des diagnostics et puis qui peut subventionner ou prêter avec BPI notamment pour financer le déploiement. Donc c'est un des grands sujets. Il faut aussi, les entreprises qui veulent se préparer, il ne faut jamais oublier quelque chose. L'IA, je vous l'ai dit en début, ça malaxe des données et ça fait des corrélations entre données. Si vous avez des entrepôts, des bases de données qui ne sont pas propres, à partir de matières premières de mauvaise qualité, vous aurez des réponses de mauvaise qualité. Et c'est aussi souvent un des freins pour les entreprises d'avoir des données d'extrêmement bonne qualité, des données clients, des données techniques, pour pouvoir s'appuyer sur ce socle de données et faire les bonnes extractions possibles derrière. Merci pour ces informations, ces conseils. Merci François pour presque un dirigeant sur deux. Donc l'intelligence augmentée est une priorité stratégique, notamment pour améliorer leur performance, c'est ce que vous nous disiez. Mais ils sont presque autant à s'avouer mal préparés à cette révolution, d'où les conseils à l'instant. Merci. Jouer le rôle d'ambassadeur du territoire, c'est la mission des agences d'attractivité, portées souvent par les collectivités locales. Elles mettent en place des actions de promotion, des outils d'aide au développement, des mesures d'accompagnement des professionnels. Dans notre département, c'est le rôle de l'agence Isère Attractivité, IA aussi, intelligence augmentée, Isère Attractivité. Émilie Carpentier, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'agence Isère Attractivité. C'est quoi, une trentaine de collaborateurs ? 25 collaborateurs, oui, exactement. Organisés en 2 grands pôles, si on veut faire simple. C'est ça, exactement. 2 grands services. L'un qui se consacre essentiellement aux missions de promotion, communication, et un autre qui est sur le volet ingénierie davantage. L'objectif d'une agence d'attractivité, c'est quoi ? C'est de renforcer l'image, renforcer la visibilité d'un territoire ? Alors pas que, c'est souvent le premier aspect qu'on a en tête, mais nous on traite vraiment l'attractivité dans une acception large. Donc il y a évidemment ce premier aspect d'attraction, notre capacité à promouvoir le territoire, à faire en sorte que des touristes aient envie de venir découvrir notre territoire, et donc ça c'est une mission que l'on a depuis de nombreuses années. Et l'autre aspect qui est un petit peu moins connu, mais qui est vraiment complémentaire, c'est la notion d'ancrage. C'est-à-dire que pour nous, dans l'attractivité, il y a aussi le fait de se sentir bien dans un territoire, la notion de qualité de vie. Et là, c'est vraiment très, très relié aux habitants et, comme vous le disiez, à la notion d'hospitalité et au fait de se sentir bien sur un territoire et sur le territoire isérois. Être fier de son territoire pour pouvoir en être un bon ambassadeur, en gros, c'est ça. Et exactement, la fierté d'appartenance, la qualité de vie. On a vraiment une chance inouïe en Isère. On n'est pas qu'un département de vacances, on est aussi un département dans lequel on peut s'implanter. On a un tissu économique qui est très dynamique, de nombreuses perspectives, et donc c'est aussi un volet qu'il faut qu'on puisse développer. Parce que quand on parle d'attractivité, on pense évidemment tout de suite à l'activité touristique, qui est un pilier en Isère de l'économie, mais on peut penser aussi à attirer des entreprises, des étudiants, des collaborateurs. Il y a toute cette notion-là d'attractivité. C'est ça, effectivement. Donc le volet touristique, c'est 1,4 milliard de consommation touristique en 2024. Donc c'est un pilier important sur le secteur économique. 29 900 de têtes emploi touristique. Donc vraiment aussi une main-d'œuvre recherchée sur laquelle on a beaucoup de difficultés à recruter, notamment sur le volet saisonnier. Mais effectivement, il n'y a pas que ce volet-là. Et tout le volet fierté d'appartenance, c'est vraiment quelque chose à développer, puisque sans les habitants, on ne peut pas être un territoire accueillant. C'est vraiment une partie indéniable. Donc c'est tout ce pan-là qu'on cherche à développer en rendant les Isérois fiers de leur territoire, en leur permettant de le redécouvrir et en découvrant les petites pépites. On peut parler de la gastronomie, mais de beaucoup d'autres secteurs d'activité. Alors voilà, comment on fait pour rendre un territoire attractif ou pour mettre en valeur l'attractivité d'un territoire ? On va en parler. Vous avez en Isère créé une marque territoriale ? Oui. Exactement, une marque de destination, la marque Alp'Isère, qui est une marque à vocation à être promue à l'international et au niveau français et au niveau local, vraiment comme un point de repère. Et liée aussi à cette marque, la marque Nos Produits Isère, que vous connaissez certainement, avec plus de 2000 produits qui sont distribués dans les GMS en Isère et également au-delà. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on agisse comme un point de repère pour les touristes, mais aussi pour les habitants du territoire, pour développer ces notions de fierté d'appartenance, pour faire parler aussi de l'Isère en France et à l'étranger. La notoriété de l'Isère est encore quelque chose à
amélioré, on va dire qu'on a une marge de progrès importante. Ce n'est pas un département qui est particulièrement reconnu sur la scène internationale. Donc voilà, on a encore du travail à faire et on a de beaux jours devant nous. D'où le fait de l'ancrer dans les Alpes avec cette marque Alpes-Isère. C'est ça. Effectivement, l'originalité de l'offre iséroise, c'est le côté hétérogène de nos paysages. Entre les contreforts du Rhône et les plus hauts sommets, on a plus de 3900 mètres de dénivelé, donc c'est vraiment une richesse. Et c'est là-dessus qu'on capitalise notre capacité à skier sur un glacier le matin et aller découvrir un musée de Grenoble gratuit au public l'après-midi. Alors, concrètement, ça veut dire que vous organisez des campagnes de communication. Alors, on voit régulièrement passer certaines des publications dont vous êtes à l'origine. C'est essentiel. Comment est-ce que vous choisissez les thèmes des communications ? Alors, on a effectivement en 2023 revu complètement la stratégie de l'agence d'attractivité autour de 4 terres qui sont autant d'axes sur lesquels on a différentes actions qui sont menées. Donc, vous le disiez en préambule, terre d'épanouissement, terre d'évasion, terre de savoir et savoir-faire et terre d'opportunité, donc qui s'adressent et à la clientèle touristique française et internationale, mais également aux Isérois, avec différentes actions dedans. Et effectivement, des campagnes de promotion. Alors, vous avez notre magazine qui sort 2 fois par an. Le prochain sortira courant novembre. Donc distribué dans toutes les boîtes aux lettres iséroises. Donc là, j'espère que... Alors, ce sera quoi le thème prochain ? Parce que cet été, on a vu les châteaux. C'est ça. Et là, on sera sur la verticalité, justement. Donc des actions de promotion et de communication, donc des campagnes de communication, des campagnes de promotion sur nos marchés cibles, puisque on se focalise essentiellement sur des marchés de proximité. On a quelques marchés au niveau européen, donc le UK, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas essentiellement, sur lesquels on peut être amené à intervenir dans des salons B2B notamment. Et au niveau des régions françaises, on se focalise sur 3 grandes régions, sur l'Île-de-France, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région PACA, avec vraiment le souhait de développer la clientèle de proximité. Alors, la présence également sur les réseaux sociaux de plus en plus. On évoquait l'intelligence artificielle à l'instant. On voit bien que la numérisation gagne aussi ce métier de l'attractivité. Les réseaux sociaux, les influenceurs. Oui, effectivement, c'est un volet indispensable et sur lequel on est de plus en plus présent avec un nombre de followers sur les différents réseaux qui augmente mois après mois. C'est indispensable aujourd'hui d'avoir une stratégie cross-canal pour amener les gens qui sont sur les réseaux à nous suivre sur les différentes publications. Et l'inverse est vrai également. Oui. Donc il y a systématiquement des passerelles entre notre magazine de destination et les réseaux sociaux. Et puis on voit aujourd'hui aussi que les intentions de départ en vacances sont beaucoup conditionnées par ces influenceurs et que si on a une publication qui est relayée par un influenceur particulièrement renommé, derrière on peut avoir un impact indéniable sur le territoire. Pour preuve, si vous avez suivi cet été, on a Saint-Antoine-l'Abbaye qui a été élu village préféré des Français. La fréquentation touristique s'est envolée sur le territoire sur la période juillet-août. Donc on voit vraiment que ce type d'émission, ce type de prix a un impact réel sur la fréquentation touristique. Et je sais que vous jouez beaucoup sur la qualité de l'image qu'on renvoie, des images, des photos qu'on renvoie, et on le voit d'ailleurs dans les publications que vous éditez. Oui, on prend un soin tout particulier à choisir ces photos. On a nous-mêmes en interne internalisé la fonction de photographe vidéaste. Et c'est vrai que c'est important pour véhiculer une image positive du territoire, mais aussi une image réelle. C'est-à-dire que ce ne sont pas des photos générées par l'IA, pas encore, mais ce sont des photos réelles qui donnent envie de découvrir le territoire et qui ont des angles un petit peu différents. On languit de voir les photos de la verticalité, du coup, cet hiver. Et de beau belvédère. J'imagine. D'un plan de communication à l'étranger, vous évoquiez les clientèles, les cibles régionales. Parmi les étrangers, le Royaume-Uni, vous nous le disiez, les Pays-Bas. C'est important économiquement d'aller chercher ce type de clientèle ? Alors, c'est très important. Pour vous donner une petite idée des chiffres, sur l'année 2024, on a eu 23,7 millions de nuitées touristiques en Isère. À peu près 2 tiers qui sont portés par la clientèle française et 1 tiers par la clientèle étrangère. Et on le ressent d'autant plus sur la période hivernale ou sur les périodes un peu de creux, on va dire le mois de janvier, la période avant les fêtes de décembre. La clientèle étrangère est vraiment la clientèle la plus présente dans nos stations. Donc c'est vraiment extrêmement important de parler à cette clientèle-là et d'aller en amont contacter les tours opérateurs puisque ce sont beaucoup de marchés intermédiaires. Donc c'est vraiment un volet qu'on travaille et avec des marchés
à la fois prioritaires pour certains d'entre eux et d'autres marchés secondaires qu'on vient tester pour essayer de diversifier un petit peu la clientèle. On travaille cela avec un collectif de stations, 7 stations iséroises sur les 21 que compte le département, avec lesquelles on travaille, avec l'aéroport aussi de Grenoble-Alpes-Isère. Et on a un plan d'action dédié. Donc cette année, par exemple, pour votre parfaite information, on a testé un petit peu le marché espagnol à la faveur de la Vuelta. On a eu le plaisir d'accueillir la seule étape française qui arrive à Voiron à la fin du mois d'août. Et on pense qu'il y a vraiment une potentialité sur le marché espagnol, notamment pour l'hiver. Donc on va suivre cet hiver l'arrivée des Espagnols, c'est ça. On espère, on a communiqué via Marca, média très connu en Espagne, et on espère que ça va pouvoir se concrétiser et se transformer pour l'hiver prochain. Ouais. Bon, je reviens à la clientèle régionale. Il y a 3 cibles plus particulières qui sont visées. Les parents-enfants, donc les jeunes couples avec enfants, ce que vous appelez les DINKS, et puis les seniors dynamiques. Oui, les DINKS, les Double Income No Kids, donc les personnes qui ont 2 revenus et qui n'ont pas d'enfants, donc souvent post-études, trentenaires à peu près. On a la chance en Isère, nous, d'avoir une offre, donc, comme je vous le disais, très diversifiée entre la plaine et la montagne, mais aussi une offre outdoor qui est vraiment exceptionnelle. On a le plus grand nombre de trails en Auvergne-Rhône-Alpes, 153 trails organisés en Isère. Donc voilà, pour les DINKS, c'est quelque chose de très attractif et qui leur permet de découvrir le territoire par ce biais-là. Et du coup, c'est vrai que l'offre famille est aussi très très développée en Isère, avec des stations qui sont labellisées Famille Plus, des stations Flocon Vert, c'est aussi un label qui est extrêmement recherché, notamment je pense aux clientèles étrangères qui sont très sensibles à ces questions de durabilité et à ce type de label. Donc effectivement, 3 cibles pour essayer de resserrer un petit peu le scope. Les seniors dynamiques, pourquoi ? Parce que sur les ailes de saison, c'est aussi une clientèle qu'on vient rechercher pour venir dynamiser sur la période à laquelle on est les massifs et pas que. Il y a aussi une offre en pleine qui est très importante. Donc voilà, c'est un travail qu'on a pu faire pour essayer de resserrer un petit peu sur ces cibles-là. Parce qu'on en vient au grand défi finalement, c'est à la fois le tourisme décarboné, les courts séjours de plus en plus et le tourisme 4 saisons. Finalement, c'est les grands défis à relever, c'est ça ? Effectivement, la diversification, c'est un grand défi, avec déjà beaucoup de travaux en cours et beaucoup de choses qui sont faites. Le tourisme décarboné, on a tout un axe, notre stratégie sur le tourisme responsable, le tourisme durable. Donc effectivement, je vous parlais des marchés étrangers, mais on a des campagnes de communication avec des opérateurs qui font venir des touristes étrangers en train. C'est tout à fait possible. Et donc, la clientèle européenne, ça ne signifie pas nécessairement de venir en avion, même si... on est partenaire de l'aéroport de Grenoble-Alpes, mais il ne faut pas avoir une vision uniquement binaire sur ce volet-là. On incite aussi les gens à venir découvrir nos massifs et nos spots outdoor sans voiture. On a toute une offre de randonnée accessible sans voiture en lien avec l'association Alpela. Et on travaille aussi le volet animation de la filière avec la FRHPA, Fédération de l'hôtellerie de plein air, sur tout ce qui est économie d'eau dans les campings, dans les hébergements, etc., pour aussi sensibiliser les touristes, parce qu'on sait que le moment où on est en vacances, c'est un moment où souvent on se relâche sur les gestes de tri, d'économie d'eau. Donc voilà, il y a besoin d'une petite piqûre de rappel et d'une sensibilisation des touristes sur ce volet-là. Vous évoquiez la Vuelta, donc le Tour cycliste d'Espagne, le développement autour du vélo, notamment le vélo à assistance électrique, c'est aussi une priorité stratégique. Exactement. Ça nous amène des clientèles un peu diversifiées. C'est une clientèle aussi qui consomme. Pour vous donner un ordre d'idée, en hiver en station, on est à peu près sur une centaine d'euros par personne et par jour. Et quand on est sur une clientèle en itinérance vélo, on est sur 75 euros à peu près toute l'année. Ce sont des gens qui cherchent un hébergement, qui se restaurent, qui souvent prennent le temps de découvrir le territoire. C'est du slow tourisme, on n'est pas sur de la performance sportive. Et on a la chance en Isère d'avoir un réseau de véloroutes qui est vraiment de qualité, avec la Via Rona, évidemment, que tout le monde connaît, mais également la Belle Via, qui est un petit peu moins connue et qui permet en famille de découvrir le territoire. Alors, on va regarder quelques images d'un slogan, qui illustre un slogan, c'est l'Isère changer d'altitude. On va voir quelques images qui font rêver. On parlait des très très belles images. Et ça va nous permettre d'illustrer une autre activité d'Isère Attractivité, c'est la coordination des acteurs locaux, ce travail en partenariat. Vous évoquez, on va parler des chambres des métiers, chambres de commerce et d'industrie, mais ce n'est pas les seuls acteurs sur le territoire. On pense aux gîtes, on pense aux différentes fédérations. Quand on évoque l'attractivité, effectivement,
on doit travailler avec toutes les parties prenantes. L'attractivité, ce n'est pas l'affaire d'un seul acteur sur le territoire, sinon ça ne fonctionnerait pas. Donc c'est vraiment un travail collectif. Et notre rôle au sein de l'agence d'attractivité, c'est effectivement de fédérer ces acteurs et d'agir comme un catalyseur à l'échelle du territoire. Déjà, d'une part, pour garantir ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire l'équilibre entre les touristes et les habitants. Ne pas faire en sorte qu'on vienne par nos actions de promotion déséquilibrées, parce que parfois ça peut venir rapidement. Donc vraiment travailler ce côté équilibre et puis travailler la montée en gamme, la montée en compétences des différents acteurs par des actions de formation, de mise en réseau, d'animation de filières. On parlait par exemple de la filière vélo, donc c'est effectivement une des filières qu'on anime avec la CCI de Grenoble, mais effectivement beaucoup d'autres aspects qui sont développés au sein de l'agence d'attractivité en lien avec les offices de tourisme locaux également. L'agence d'Isère Attractivité qui propose des services d'ailleurs, hein. C'est aussi un offreur de services. Oui, exactement. En 2023, on a développé une offre de services interne à l'agence, alors qui respecte le principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on agit sur notre échelle, mais ce que font les offices de tourisme à leur échelle, on leur laisse bien volontiers et ça a été co-construit avec eux et avec les acteurs locaux. Donc c'est une offre qui s'adresse aux collectivités, aux offices de tourisme, aux hébergeurs, aux sociopros, mais aussi aux porteurs de projets, où on a 27 actions qui leur permettent, je vous disais, de monter en gamme, mais aussi, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, d'observer leur territoire, puisque un préalable indispensable à la mise en œuvre d'une démarche d'attractivité, c'est de connaître son territoire et de connaître les gens qui viennent sur celui-ci. Donc on a tout un panel d'actions dans ce domaine qui vous permettent de mieux connaître effectivement vos cibles et votre territoire. Émilie Carpentier, parmi les actions concrètes que vous développez, il y a aussi la mise en valeur du monde économique, on le disait, depuis quelques années, en particulier des artisans. Avec succès d'artisans, évidemment, c'est la toute nouvelle rubrique de Alpes Décideurs cette saison. Succès d'artisans en Isère, c'est une sorte de label, un prix destiné à mettre en lumière des PME artisanales et à accompagner leur développement. Une initiative donc d'Isère Attractivité en partenariat avec la Chambre de métiers et de l'artisanat. Au total, ça existe depuis combien de temps ? 2019 ? Alors ça existe depuis décembre 2019 et on a labellisé 34 artisans depuis lors. Chaque année, c'est quoi, une petite dizaine ? Un petit peu moins, 5, 6, 8 certaines années. Et cette saison, vous le savez, ces portraits d'artisans sont à découvrir dans Alpes Décideurs. C'est notamment celui de Cédric Boursier à Saint-Laurent-du-Pont. Il fabrique des cannes et des bâtons de randonnée, comme le faisaient avant lui ses ancêtres depuis plus d'un siècle. Il a repris le flambeau en 2011, avec comme promesse de perpétuer une tradition et une exigence, le Made in France, Made in Isère. Reportage. C'est une entreprise familiale depuis déjà 6 générations. J'ai beaucoup de souvenirs avec mon grand-père, mon père de temps passé à l'usine et mon grand-père surtout qui m'a beaucoup appris au niveau de la fabrication de la canne et du bâton. On va utiliser comme bois du châtaignier qui est âgé de 3 ans pour avoir un certain diamètre. 2 ans, ça serait trop petit, 4 ans, trop fort. L'avantage du châtaignier, c'est que quand on va le couper, il va repousser, il rejette automatiquement. Le bois reste une origine France sur tous les bois qui vont sortir de nos ateliers. Actuellement, on travaille plus le bâton que la canne qui est courbée, la canne de papy, comme on dit. On va avoir un travail d'écorçage de ce bois. Pour enlever cette écorce, on va être obligé de le faire bouillir pendant minimum 3 heures dans une grande cuve. Au bout de 5-6 mois de stockage, on va pouvoir commencer à les travailler, à les exploiter. On va pouvoir les redresser manuellement à l'aide d'un dressoir et puis du coup d'œil du dresseur. On fera la position de notre petite marque, Boursier Isère France, qu'on appose sur tous nos bâtons. On va pouvoir apposer le nom de la station généralement, donc on pourra marquer les 2 Alpes ou l'Alpe d'Huez. Et pour les gens qui viennent nous voir ici à l'entreprise, on peut le faire au nom de la personne. Du début à la fin de la fabrication, on le reprend entre 36 et 42 fois en main, sachant encore une fois qu'il n'y a pas d'automatisation de notre travail. La passion que j'ai pour ce travail, c'est de travailler déjà le bois, qui est une matière qui est noble et qui est agréable au toucher. C'est de pouvoir préserver ce savoir-faire. Et je suis le dernier, donc je me dis que si moi je m'en vais, derrière, c'est un savoir-faire encore qui va se perdre. Et garder le nom Boursier encore quelques années. Canne Boursier, lauréat 2025 de ce trophée Alpes Isère, donc dans la catégorie métier d'art. Un bâton de marche, 36 à 42 opérations pour faire un bâton de marche. On n'imagine pas ça, effectivement. 34 lauréats depuis la création. Quels sont leurs ADN communs ?
Alors vraiment, on a 3 catégories en fait sur ce prix. Donc vous l'avez dit, métier d'art comme l'entreprise boursier, le côté innovation également et le côté durable qui est développé aussi dans beaucoup d'entreprises artisanales. Et vraiment l'ADN commun, ce sont des gens qui sont attachés au territoire et qui sont passionnés. C'est vraiment ce qu'on recherche avec la Chambre des métiers et de l'artisanat et le département de l'Isère qui est également partenaire de cette opération. Donc vous l'avez dit tout à l'heure, à peu près 5-6 lauréats chaque année qui sont on va dire sourcés par la Chambre des métiers et de l'artisanat, avec un jury qui a lieu en fin d'année et qui vient célébrer un petit peu ce volet. Et nous, par ce prix, on veut vraiment mettre l'accent sur l'artisanat isérois, qui est particulièrement dynamique et qui, à notre avis, est particulièrement méconnu. 39 500 entreprises artisanales en Isère, plus 41% depuis 5 ans. C'est des chiffres qu'on retrouve nulle part ailleurs. 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires et des entreprises passion, avec des gens qui sont passionnés. Monsieur Boursier, effectivement, que j'ai eu la chance de rencontrer, c'est un passionné, avec ses plus de 40 étapes pour réaliser ce bâton. C'est absolument époustouflant de voir. Puis il en vend partout, dans les Pyrénées. Exactement, oui. Non, c'est un des derniers en France à avoir ce savoir-faire. Donc c'est vraiment l'alliance de la tradition ancestrale et de la modernité, puisqu'il y a beaucoup d'innovation en fait dans les entreprises artisanales également. Pour vous citer par exemple quelques noms, sur la catégorie innovation, on a l'entreprise Guidetti qui a inventé un dispositif pliable pour des bâtons de marche. Donc voilà, ça peut illustrer ce volet innovation. Sur le volet durable, on a l'entreprise Cap Container à l'île d'Abo qui a, quant à elle, travaillé sur un container qui est autonome au niveau énergie. Donc voilà, souvent on a une image qui peut être un petit peu désuète de l'artisanat, alors qu'on a plus de 250 métiers derrière. Et c'est aussi souvent des métiers de reconversion. Donc souvent des gens qui sont dans une quête de sens et qui viennent par là même se remotiver, se remobiliser et qui nous font des choses extraordinaires. Et des métiers qui irriguent encore une fois tous nos territoires, des plus ruraux jusqu'aux plus urbains. François, cette attractivité du territoire, on voit bien qu'il y a une nécessité à la fois de dynamiser et de mettre en partenariat les acteurs. Oui, alors c'est vrai qu'en plus, l'Isère, honnêtement, il y a quand même beaucoup de belles choses à raconter ou à montrer. Donc je trouve ça vraiment très dynamisant. Et puis peut-être que des émissions comme celle d'aujourd'hui contribuent aussi à mettre en valeur les acteurs. Donc finalement, je crois que c'est un intérêt collectif que de faire vivre et promouvoir ce territoire qui honnêtement a toutes les qualités pour. Donc merci pour le territoire. On est tous d'accord. Succès d'artisans, une vitrine des richesses locales dans nos territoires. Cette saison donc dans Alpes Décideurs. Merci beaucoup Émilie Carpentier. Merci à vous. Alpes Décideurs vous donne la possibilité de poser vos questions à notre expert. Écrivez-nous alpesdecideurs@telegrenoble.net. Aujourd'hui, François, on a une question de Sylvia qui va avoir des précisions sur la Banque Centrale Européenne, la BCE. La BCE, oui, Banque Centrale Européenne, donc, qui est basée à Francfort, qui a été créée en fait au moment de la création de l'euro, puisque la Banque de France, qu'on connaît tous et dont il y a des sites magnifiques d'ailleurs en général dans toutes les villes de province. Notamment à Grenoble. Notamment à Grenoble, mais partout, parce que ça a été créé à une époque où on faisait comme ça, avait pour mission, entre autres, de piloter la masse monétaire en francs. Et donc, quand on est passé à l'euro, il y a eu la Banque Centrale Européenne, et puis qui est pilotée notamment par un conseil des gouverneurs, donc les gouverneurs des différentes, dont celui de la Banque de France, participent à ce conseil qui pilote la Banque Centrale Européenne. Elle a 2 grands rôles, la Banque Centrale Européenne, et qui sont tous les 2 très importants et assez distincts. Il n'y a pas d'ordre dans les 2. Je commence par le premier, c'est d'assurer la sécurité du système bancaire européen. C'est extrêmement important. Les banques sont considérées comme des organismes d'importance vitale, au sens économique. C'est-à-dire que si les banques s'effondrent, l'économie s'arrête, parce que s'il n'y a plus de banques, il n'y a plus de financement, il n'y a plus rien qui se passe. Et comme les banques, on se prête aussi de temps en temps entre nous, on est un peu interconnectés, donc il y a un risque dit systémique. Donc il est très important que le système bancaire soit extrêmement solide. Ce n'est pas pour sauver les banques, c'est pour permettre à l'économie de se développer. Nous faisons en tant que banquier pas d'illusions là-dessus. Donc en fait, elle vérifie que les banques soient solvables, soient bien solvables, c'est-à-dire aient un niveau de fonds propres rassurant, soient dirigées par des gens pas trop inconscients. Typiquement, quand j'ai pris la direction de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, j'ai eu une autorisation signée par Mario Draghi, qui était à l'époque le patron de la Banque Centrale Européenne. Il faut qu'il m'accrédite. Donc ils font leur petite enquête. Et ça a été plutôt efficace. Il y a un exemple qu'on cite souvent, mais quand il y a eu la crise des subprimes, il y a eu beaucoup de banques américaines qui ont disparu.
Il n'y a pas eu de banques européennes qui ont disparu. Parce que les banques européennes étaient suffisamment solides. Il y a encore quelques temps, il y a 2 banques américaines, Silicon Valley Bank notamment, qui ont disparu. Ce n'est pas arrivé en Europe depuis très longtemps parce qu'on a des niveaux de solvabilité, de fonds propres qui sont extrêmement solides. Donc ça, c'est un des points forts de l'économie européenne, d'ailleurs, la solidité, et pas qu'en France, mais notamment en France, du système bancaire, et nous comme nos confrères. Le deuxième rôle de la Banque centrale européenne, dont on parle plus souvent dans les médias, c'est de gérer les taux d'intérêt. En fait, les banques se refinancent auprès de la Banque centrale européenne, et avec un objectif qui est un objectif unique et qui est très discuté, qui est l'inflation. L'objectif de la Banque centrale européenne, c'est qu'il y ait une inflation à 2%. Si l'inflation est au-dessus de 2%, on l'a connu il y a quelques temps, on voit bien que c'est vraiment, ça pose plein de problèmes de consommation, d'équilibre financier. Une inflation trop basse, c'est pas bon non plus pour l'économie parce que ça vous incite pas à investir. Si vous dites les prix bougeront pas, je vais attendre un petit peu. Si un petit chouïa d'inflation, ça génère de la croissance. Donc il y a eu des grands débats entre économistes et on va leur faire confiance en jugeant que 2% était le bon niveau d'inflation. Donc concrètement, quand l'inflation part trop haut, la Banque centrale monte les taux d'intérêt, ce qui fait qu'il y a moins d'emprunts, moins de consommation, ça fait baisser la demande et ça fait baisser les taux d'intérêt. Et quand l'inflation est basse ou trop basse, elle baisse les taux d'intérêt. On a connu il y a quelques temps des taux d'intérêt négatifs. Vous vous en souvenez peut-être. Donc c'est ça le rôle de la Banque centrale européenne, avec une grande question politique et un peu philosophique aussi. C'est est-ce que la Banque centrale européenne doit avoir comme rôle économique cette cible de 2%, qui est sa seule cible aujourd'hui, ou est-ce qu'elle doit aussi avoir, comme la Fed aux États-Unis, un objectif de croissance ? Aujourd'hui, la Banque centrale européenne, si l'inflation est trop haute, son rôle, c'est de la faire baisser, quitte à arrêter ou ralentir très fortement l'économie. Voilà. Donc, ils essaient de gérer cet équilibre. Donc, il y a un débat philosophique. Un petit peu, il faut avoir en tête que la Banque centrale européenne, le plus gros contributeur à la création, c'était l'Allemagne, la Bundesbank, et que l'Allemagne a connu des époques d'inflation dramatiques. Et donc, il y a une sensibilité à l'inflation en Allemagne qui est extrêmement forte. Merci François pour ces précisions. Si vous aussi vous voulez interroger notre expert, écrivez-nous alpedécideur@telegrenoble.net. Quel point commun entre le musée de Grenoble, le téléphérique de Vaujany, le centre hospitalier de Rocheplane ou encore la Tour Perret ? Réponse, Betrec, un bureau d'études spécialisé dans les projets de construction, d'infrastructures ou d'aménagement. Son expertise n'a cessé de s'élargir au fil des 60 ans d'histoire. C'est ça. Vous venez de fêter ces bougies. Merci beaucoup Cyril Vuylsteke d'être avec nous. Merci Christophe. Vous êtes le président de Betrec. Alors bon anniversaire d'abord, et puis on a survolé ensemble ces 60 ans d'histoire. Vous n'étiez pas là au début. A priori. Le début c'était quoi ? C'était juste avant les JO de 68 ? Oui, comme un certain nombre de bureaux d'études à l'époque sur Grenoble, qui vont se créer forcément quelques temps avant les Jeux Olympiques. Certains vont rester. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes 2, voire 3 peut-être à avoir continué le chemin. Pour ce qui nous concerne, beaucoup de changements depuis, puisqu'à l'époque, Betrec, c'était une seule compétence, la compétence de la structure, forcément pour les ouvrages olympiques, béton armé, au séisme, alors qu'aujourd'hui, Betrec, ce sont de multiples expertises. Voilà, ce sont 150 collaborateurs, 7 entreprises, autant de pôles métiers, de pôles d'excellence, d'expertise, on va dire. Donc oui, beaucoup de chemin au travers de plusieurs générations de dirigeants. Le dirigeant fondateur, Pierre Berger, en 65, des dirigeants qu'on va qualifier d'historiques, Patrick Martin et Jean-Marie Vlasov, qui ont repris l'entreprise à l'époque d'une crise sectorielle assez violente, et qui ont lancé Betrec sur le chemin ce qu'on va appeler de l'expertise tout corps d'État. Et puis moi-même, avec mes associés, qui avons repris la structure en 2012. Voilà. Alors, on va expliquer ce que c'est qu'un bureau d'études. Alors d'abord, Betrec, c'est Bureau d'études techniques, recherche, ingénierie et conseil. Exactement. Qu'est-ce que c'est un bureau d'études ? Il intervient sur tout type de projet, aux côtés des architectes. Si je dis ça, je ne me trompe pas trop ? C'est exactement ça. Le bureau d'études est le bras droit de l'architecte. L'architecte conçoit des espaces, des ouvrages, des volumes, des bâtiments. Et nous, bureau d'études, on va traduire techniquement par les structures, les réseaux, l'économie, le coût du projet. On va traduire techniquement cette opération. En ce qui nous concerne, on a une grande diversité de compétences et une grande diversité, vous l'avez dit, sur ce qui rejoint le fil conducteur de ces différentes opérations.
différents types de projets, et que ce soit pour des opérations de construction, de réhabilitation et de restauration. Vous l'avez dit, notamment en ce moment avec la restauration de la Tour Perret. Vous parliez tout à l'heure de Saint-Antoine-l'Abbaye. Voilà, on travaille aujourd'hui sur le site historique avec des missions à chaque fois différentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Betrex, c'est un bureau d'études qui peut intervenir sur tout type d'expertise. Et selon les maîtres d'ouvrage, selon les architectes et leurs habitudes, on peut intervenir sur tel ou tel type de mission. Ça veut dire concrètement, soit sur la structure des bâtiments, soit sur l'économie globale d'un projet, sur les questions d'amiante dans certains bâtiments, les fluides, vous le disiez, hein, tout ce qui est effectivement les réseaux, électricité, eau, la VMC maintenant, la ventilation des bâtiments. La qualité environnementale. La qualité environnementale, bien entendu. Votre métier a considérablement évolué ces dernières années sur cette question. Le métier a considérablement évolué. Nous avons été assez précurseurs à l'époque au niveau des années 2000 avec le projet de la ZAC de Beaune, qui était un projet européen, Concerto, sur lequel Betrex est beaucoup intervenu, que ce soit sur les différentes opérations de logement, mais aussi sur le centre commercial, avec une approche environnementale assez poussée. Et cette ambition environnementale sur nos projets nous a accompagnés jusqu'à encore l'année dernière où on a voulu concrétiser cette expertise environnementale par un engagement de l'entreprise. Et l'engagement de l'entreprise s'est matérialisé avec le parcours de la Convention des entreprises pour le climat que nous avons rejoint en 2024 et qui pousse le curseur un peu plus loin que sur les projets, mais aussi sur qui nous sommes, comment nous travaillons et quel sens on veut donner à l'entreprise pour demain. Aujourd'hui, Betrex, c'est quoi, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, 150 collaborateurs, vous le disiez. C'est ça. Vous avez fait partie de cette entreprise toute votre vie, vous, à titre personnel. On peut dire effectivement que dans l'époque actuelle, je suis un peu un ovni, puisque j'ai démarré à Betrex... Non, très fidèle, c'est tout. Très fidèle. J'ai démarré à Betrex le 1er septembre 1997 pour une alternance à l'époque, et rien ne me prédestinait à être parmi vous aujourd'hui, à être le dirigeant de l'entreprise. Directeur général en 2006, président aujourd'hui de l'entreprise. C'est ça, avec en 2006 la petite particularité de devenir le directeur général de l'entreprise, après des dirigeants historiques qui ont eu une grande notoriété, une grande aura, et surtout de devenir le dirigeant de collaborateurs qui avaient plus que mon âge en ancienneté dans l'entreprise. Donc ça apprend beaucoup d'humilité, c'est évident, mais ça traduit aussi notre ADN, ça traduit nos valeurs. Et l'anniversaire qu'on a célébré au mois de septembre a permis justement de mettre en avant ces valeurs. Et comme je l'ai dit à ce moment-là, je suis aussi un peu fier que mon parcours assez atypique serve l'ADN de l'entreprise. Et on va en parler plus tard sur l'avenir de l'entreprise aussi. En 60 ans, l'entreprise a beaucoup grandi, notamment avec l'ouverture d'agences. Aujourd'hui, il y a quoi, 7 implantations en France ? 7 implantations, c'est ça. À l'époque, quand j'arrive à Betrex en 97, nous faisons un peu moins de 4 millions de chiffres d'affaires, un peu moins de 40 personnes et 2 agences. D'ailleurs, mon parcours va me mener pendant 7 ans sur l'agence de Valence, qui va me permettre, après mon apprentissage, de continuer à apprendre le métier et aussi d'apprendre à diriger une équipe, à créer de l'activité, à développer. Voilà, encore une fois, ce pourquoi je n'étais pas prédestiné. Et je pense que c'était un peu le laboratoire de mon ancien dirigeant de l'époque, de m'emmener sur Valence pour voir ce que je pouvais donner. Et puis après, le faire à plus grande échelle. Et aujourd'hui, voilà, des agences... Alors, majoritairement Rhône-Alpine, Auvergne-Rhône-Alpes. Pas uniquement, dans l'Ouest aussi, j'ai vu. Mais sur Nantes, sur Paris et sur Aix-en-Provence. En 60 ans, il y a aussi 2 reprises de l'entreprise, en 85 et en 2012, et puis plus récemment, une ouverture du capital. C'est ça, et que nous avons donc officialisé au moment des 60 ans. Et je suis aujourd'hui fier de pouvoir procéder de la même manière qu'à mon époque, et de pouvoir laisser la chance à donc 5 nouveaux associés, qui représentent aussi les différentes fibres de Betrex, et surtout qui représentent aussi un collectif important, au-delà des compétences et de leur expertise. Et ce collectif de personnalités est à même de pouvoir demain amener une entreprise comme Betrex, qui aujourd'hui, comme vous l'avez dit, fait 15 millions de chiffres d'affaires, donc ça ne se transmet pas du jour au lendemain. On leur permet de franchir le premier pas. Dans 7 ans, ils auront à peu près 25% du capital.
Et c'est vraiment, voilà, pour nous, significatif. C'est significatif et encore une fois, on est heureux de leur permettre cette continuité. En 60 ans, Betrec a évolué, s'est adapté très régulièrement. Aujourd'hui, il y a encore des nouveautés. On parle de plus en plus d'environnement au cœur de toutes les attentions, avec des matériaux biosourcés, avec des exigences thermiques de plus en plus importantes dans les constructions, les exigences de chantier propre, puisque vous faites aussi du suivi de chantier, très concrètement. C'est ce type d'actions-là qui seront l'avenir ? Oui, on parlait de l'environnement, beaucoup de, et c'est très bien d'ailleurs, beaucoup de bureaux d'études et tous les experts qui travaillent autour de la construction et de la réhabilitation se sont emparés des sujets environnementaux. Mais ces sujets environnementaux, à l'époque, quand ils sont apparus, c'était très tourné sur la performance des bâtiments. Aujourd'hui, au-delà de ça, il faut aller sur des sujets de réemploi. Et c'est ce que nous mettons en place sur les projets, que ce soit du réemploi sur nos projets de réhabilitation, mais aussi sur des opérations neuves où l'on vient réemployer des matériaux qui ont été retirés d'opérations de réhabilitation ou de restructuration. Ouais, donc ça, c'est effectivement le sujet de demain. On en parlait, vous en parliez tout à l'heure aussi, le sujet aussi de l'intelligence artificielle qui vient impacter notre métier, mais vraiment, comme vous l'avez dit aussi, comme support. Comme un nouvel outil ? Comme un nouvel outil. Aujourd'hui, dans nos métiers, on fait plein de choses passionnantes, mais il y a aussi beaucoup de sujets, rébarbatifs. Et l'intelligence artificielle peut aider nos collaborateurs, c'est vraiment une aide. Ouais, et on comprend le blocage, effectivement, les gens ont tendance à avoir peur, et mon emploi, effectivement. Mais là, l'opportunité, c'est de placer l'intelligence humaine au bon endroit. Et l'intelligence augmentée, comme vous l'avez dit, peut nous permettre justement de rendre plus efficaces des tâches plus fastidieuses. Moi, je trouve que c'est une belle histoire. Puis on est dans un secteur qu'on pourrait croire, on en parlait le mois dernier, un peu déprimé de la construction du bâtiment. Et puis on voit bien que quand on met de l'intelligence, de l'innovation, il y a plein de belles choses à construire. Puis alors, votre histoire personnelle, elle est quand même très sympa, quoi. La continuité des entreprises, c'est pas une entreprise familiale au sens strict, mais pas loin quand même. Mais c'est une entreprise qui, malgré sa taille aujourd'hui, a su garder, et les personnes qui ont assisté à cette soirée anniversaire l'ont dit, il s'est dégagé au-delà du cadre et du contexte de cet anniversaire, un esprit d'équipe et presque un esprit de famille. Ça peut paraître paradoxal pour une entreprise de 150 personnes, mais ça montre aussi qu'on a su... alors aujourd'hui, j'ai le sourire parce que je suis bien accompagné et que l'endroit est sympathique, mais quand on est dans nos réseaux de construction, aujourd'hui, on a vraiment de quoi être vraiment très déprimé, encore plus dans la période que nous traversons aujourd'hui, c'est-à-dire que nous n'avons aucun cap. Aucune politique vraiment sérieuse, notamment en matière de logement, alors qu'il y a des besoins qui sont colossaux, et bien d'autres. Donc ce qui fait aussi notre force, c'est de nous être diversifiés par les projets, par le type de commande, publique ou privée, par le fait de faire du neuf ou de la réhabilitation. Ça nous a permis de franchir les tempêtes, comme encore celles qui arrivent encore aujourd'hui. Et c'est peut-être aussi ce côté rassurant de gestion, quand même un peu mon père de famille, aussi prudente, qui nous a permis de traverser les tempêtes et qui rassure nos collaborateurs et collaboratrices. Pendant notre interview, on a vu pas mal d'images derrière nous, notamment des grands projets que vous avez suivis, que vous avez portés. Quel est celui qui a été le plus grand défi ? Alors, celui qui me vient tout de suite en tête, parce que j'ai eu la chance d'y participer avec un regard justement d'apprenti, de jeune apprenti qui arrive à Betrec et qui, au bout de quelques mois, va aider le responsable de projet de Betrec, qui suivait le chantier du Palais de Justice de Grenoble. Donc à Grenoble, comme vous le savez, notre terrain, notre sous-sol est riche en eau. Et riche en eau, pas dire instable, en nappe phréatique, voilà. Et donc, il y a une technique très particulière pour réaliser le sous-sol du palais de justice, et notamment les nombreux niveaux de sous-sol, avec, je me souviens, des hommes grenouilles qui venaient couler du béton spécifique, qui prenait
dans la nappe phréatique au sous-sol -2, etc. Donc quand vous êtes jeune apprenti, que vous voyez ça, vous dites, voilà, ça confirme, si vous êtes, si vous avez la fibre pour aller dans ce métier, vous vous dites oui, c'est ça que je veux faire. Ça va être passionnant. Ça va être passionnant. Et c'est amusant que vous parliez de béton, parce qu'aujourd'hui, vous suivez la restauration de la Tour Perret, et c'est précisément sur cette spécialité béton qu'on fait appel à vous. C'est ça, c'est-à-dire qu'on intervient sur ce projet-là spécifiquement sur les travaux de restauration des bétons, sur le renforcement des structures, avec l'optique d'ouverture de l'ouvrage que l'on connaît tous. Ce sont des projets atypiques. Et c'est ce qui fait aussi le côté diversifié de l'entreprise. Ça nous a permis de bien comprendre tout le panel d'activités de Betrec. Merci beaucoup Cyril Wühlsteck d'avoir été avec nous. Merci infiniment. François Caudet, merci. Merci Christophe. Le mois merci prochain. À tous les deux aussi. Merci beaucoup Émilie. Merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez voir et revoir Alpes Décideurs sur internet, télégrenoble.net. À très vite. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.